C'est vrai que l'insécurité explose en France. Les chiffres le disent. Alors l'insécurité, je ne sais pas. La violence, oui, puisque nous avons un indicateur fiable. La plupart des autres ne le sont pas. L'appareil statistique français, comme la plupart des appareils statistiques, ont un avantage, ils existent, et 3 défauts, ils sont partiels, parcellaires et partiaux. Mais à l'intérieur de tout ça, on a un indicateur fiable, ce sont les homicides et les tentatives d'homicide. Ce sont des indicateurs parce qu'il y a des victimes et qui montrent une forte progression. Après une forte régression, nous avons civilisé le crime pendant presque 5 siècles. Nous sommes passés de 150 homicides pour 100 000 habitants à moins de 2, quasiment 1, quelque chose. Mais il y a une reprise technique depuis une vingtaine d'années qui a tendance, 1, à s'accélérer, 2, à s'accentuer, 3, à s'intensifier. Dans un premier temps, on ne l'a pas regardé. Dans un deuxième temps, on a cru que c'était un effet statistique dû aux attentats. Et puis là, on découvre qu'en fait, en réalité, la violence physique, l'élément le plus perceptible de la violence, dans un dispositif où tu ne tueras point est un commandement immémoriel et qui n'est pas propre seulement aux chrétiens, mais à peu près à tous les interdits, les tabous et les péchés, le meurtre, l'assassinat et l'homicide ne sont pas bien vus, eh bien là, il y a une forte dégradation. Et cette dégradation s'est accentuée au cours des 20 dernières années, et encore plus depuis le confinement, confinement compris. Est-ce qu'il y a, comme le disent certains politiciens, notamment à droite, un lien entre l'immigration et l'insécurité? Alors, on n'en sait rien. C'est assez facile, on ne sait pas. Donc, on peut raconter ce qu'on veut. Il y a un lien entre les étrangers et l'insécurité, pas les immigrés. Les immigrés, une partie d'entre eux sont français. On a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. C'est connu, il n'y a aucun secret. Simplement, ils sont surreprésentés essentiellement parce qu'ils sont étrangers. C'est un premier élément. Et deuxièmement, à cause de la composition démographique des étrangers, puisque la plupart d'entre eux sont des jeunes hommes, et que sans vous faire des révélations exclusives, les jeunes hommes sont un peu plus agités que les vieilles dames. Si la réalité démographique française des jeunes gens nés en France, de parents français, dits de souche, qui me paraît toujours un peu inquiétant, parce que la souche est un arbre mort, on va dire de racines, est-elle la même? C'est-à-dire que si nous produisions autant de jeunes gens, et vous avez vu qu'en termes démographiques, ce n'est pas la meilleure année pour parler de nos naissances, que ce que nous importons de l'étranger, nous aurions un taux de criminalité nationale très élevé pour des jeunes Français, et on parlerait beaucoup plus des jeunes Français que des jeunes étrangers, et évidemment des jeunes immigrés dont nous ne savons pas grand-chose dans la réalité, puisque nous ne les comptons pas et que nous ne sommes pas capables de les compter. Alors, certains le font avec les prénoms ou les noms de famille, ça n'est pas extrêmement représentatif. Il faudrait des statistiques ethniques. Mais nous en avons. Nous avons Trajectoire et Origine qui donnent des éléments. Nous ne les utilisons pas complètement et surtout nous projetons sur les étrangers ou sur les immigrés des fascinations un peu étranges. Mais je vous donne un exemple que je donne à mes propres étudiants. Dans les années 1900, nous avions une très forte immigration polonaise, italienne, espagnole et portugaise. Les journaux qui écrivent aujourd'hui sur les Africains, les Sahéliens et les Maghrébins disaient exactement la même chose des Polonais blonds aux yeux bleus catholiques, des Italiens bruns aux yeux bruns catholiques et des Espagnols bruns aux yeux bruns catholiques que ce qu'on dit aujourd'hui des Maliens, des Africains, des Algériens et des Marocains. Nous disons toujours la même chose parce que nous ne savons pas traiter de la question de la réalité de la représentation démographique, jeunes hommes, et pas de la représentation originelle d'où ils viennent. D'où ils viennent n'a aucune importance. Ce qu'ils sont en termes d'âge et de genre est un élément beaucoup plus percutant et beaucoup plus parlant que le pays dont ils viennent ou la religion qu'ils sont supposés exercer. Ou l'origine sociale, elle compte aussi, bien sûr. Alors, la délinquance dans les quartiers défavorisés, évidemment. Cette explication est assez généralement répandue. Je pense qu'elle a une part qu'il ne faut pas sous-estimer, la misère, la relégation, la ségrégation, qui peut amener à la sécession. C'est un vieux débat qu'on avait dans les années 70 sur les quartiers dont on parle. Mais en fait, chaque fois qu'on a essayé d'aller plus loin dans cette affaire, ça n'a jamais été démontré. Pire même, si vous regardez la plus grande crise économique de l'histoire avant les récentes, mais 29-39 aux États-Unis, c'est les 10 ans où la criminalité américaine violente s'est effondrée. En fait, vous aviez du vol de subsistance. Et alors là, on est dans un débat assez compliqué. C'est est-ce que le vol de subsistance, quand on n'a que ça pour vivre,
est une violence insupportable et dangereuse? La réponse est non. Oui, ça c'est rare, par exemple en France, le vol de subsistance. Oui, mais dans les exemples que nous avons, entre le besoin, l'envie et le plaisir, il y a 3 modes opératoires. La criminologie est faite pour ça, c'est une science clinique. La criminologie, ça fonctionne comme la médecine. On fait un diagnostic, il doit être partagé, chose que nous ne faisons jamais. Un pronostic, il doit être discuté, ce que nous faisons pour l'instant. Et une thérapeutique qui a le droit d'être disputée. Et nous avons en France les meilleurs thérapeutes du monde sans diagnostic, donc on s'engueule beaucoup. Oui. Qui ne sont pas la solution au problème. Non, mais surtout qu'ils ne savent pas de quelle maladie on est atteint. Donc si vous avez un début d'éruption cutanée et que je vous propose de vous couper le bras et que vous n'avez fait que manger un fruit mal lavé, vous allez beaucoup m'en vouloir. Si en contrepartie, vous avez un début de cancer foudroyant et que je vous propose une camomille, vous n'allez pas m'apprécier non plus. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un diagnostic. Parfois même, vous en demandez plusieurs pour être à peu près sûr que les 2 ou 3 médecins vont vous dire la même chose. Nous ne faisons pas ce travail. Et quand nous avons des outils pour faire ce travail, l'Observatoire national de la délinquance, etc., nous les supprimons pour des raisons comptables, comme on supprime les infirmières, les policiers, les instituteurs, bref, tout ce qui semble inutile parce que coûteux, parce qu'on considère que c'est un coût et pas un investissement, et le service public est un investissement partout. Mais donc, pourquoi, on sait par exemple toute une série de choses sur la nature des phénomènes criminels, mais savoir, ça nécessite d'agir. C'est-à-dire changer des a priori, des préjugés, des discours tout faits, des postures, des incantations en autre chose. C'est donc un travail long et compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de temps pour avancer sur la construction d'un truc. On ne fait pas ça en 30 secondes sur une chaîne de pseudo de divertissement en continu qui s'appelle Information en continu. Parce qu'on n'a pas le temps. Il est difficile de faire de la pédagogie.